Salut à tous. Shalom, salam, salut. Toujours, mon ami, toujours. Bon, épisode numéro 3. On est là, mon gars. Comment ça va, mon gars? Très bien, et toi? On est Très toujours bien. en dessous de la statistique. Hein. Ouais, on doit arriver à 7 pour être au-dessus de 50% des gens. Donc on est pas mal, on continue. En tout cas, déjà, merci pour les premiers commentaires. On a vu sur le premier épisode. C'était top. Yeah. Donc, surtout, abonnez-vous si vous voulez recevoir les notifs. C'est ça. Et puis, on a aussi eu pas mal de demandes, en fait, sur la version audio. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est un format qui fonctionne bien. Ouais, qu'il faut qu'on sorte là, donc incessamment sous peu. Ouais, on va mettre en audio sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, toi, t'écoutes En podcast? Ouais. Alors oui, j'écoute surtout quand je promène mon chien. En vrai, c'est le meilleur ok. moment d'écouter podcast. Ouais, plutôt dans la douche. Ouais, c'est toi qui m'as fait commencer d'ailleurs. Mais ouais, parce qu'en fait, le podcast, ce qui est intéressant, en audio en tout Ouais. cas, c'est que c'est le format qui te permet, c'est le seul format qui te permet de faire autre chose en même temps. En tout cas, de consommer du contenu et faire autre chose. Exactement, et c'est la magie. C'est la Et j'ai magie. commencé très tôt, parce que je me souviens même quand j'étais en France, quand je faisais ma vaisselle, j'écoutais. Comme ça, j'avais l'impression. C'était la radio ou un podcast déjà? Non, c'était un podcast. Ok. En fait, je savais même pas que ça s'appelait podcast. Ah, mais... voilà. Parce qu'à l'époque, c'était pas ça. C'est Brian Tracy. Et lui, il est Ouais, très. ouais. Tu vois, c'était des podcasts. Mais c'est juste, tu les téléchargeais et puis tu écoutais. J'écoutais, ouais. Et puis voilà, quoi. Ah non, mais ouais. Donc, aujourd'hui, dans l'actu, qu'est-ce qui nous a marqué? C'est le branding. C'est l'épisode aujourd'hui, on essaie de parler de branding. Donc, l'actu Ouais, c'est branding. Déjà la tienne, j'ai vu que vous avez une nouvelle signature, un nouveau logo. Et c'est intéressant parce que j'avoue, j'aimerais bien savoir l'histoire derrière. Parce que bon, il était normal votre logo. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer? En fait, ouais, effectivement, donc là, on a lancé un rebranding, donc bravo à l'équipe créa de Totem Experience. On a lancé un rebranding parce que, si tu veux, on estime être à un tournant de notre histoire où on se positionne, où on a une vision très très claire. D'accord. Donc vraiment, on pousse cette vision à fond, on répète que pour nous, le digital et le storytelling permet d'avoir un impact sur sa communauté. Et en fait, pour vraiment bien matérialiser cette vision, il fallait également qu'on renforce le positionnement qu'on a aujourd'hui en tant que groupe. D'accord. C'est-à-dire, plus qu'une entreprise, on se positionne comme un groupe. C'est le D'accord. groupe Totem Experience, D'accord. qui a à la fois donc, une agence, donc D'accord. Totem Experience Agency, qui a également un studio de création de contenu, donc Totem Factory, Ok. et qui a la communauté Adicom. Ah, ok. est- Ok. qui est la plus connue, voilà. Intéressant. C'est vrai que Totem Factory, je n'ai pas beaucoup entendu parler ça. Par contre. Non, parce qu'en fait, là, je te parle, mais Ouais. c'est enfin, on attend que Adicom passe Ouais. pour communiquer dessus. Pour le moment, c'est qu'en interne qu'on Vous sait qu'il y a faites la de factory, exact. Ok. mais on ne communique pas encore sur la factory. Et tu es bien placé pour savoir qu'on déménage bientôt. Exactement. Donc, ça va plus, en fait, ce rebranding prépare tout ça. Bien sûr. Il va y avoir un déménagement, l'annonce de ce que fait le groupe. le groupe, l'annonce de ce que fait le studio. Et voilà, donc c'est de préparer tout ça. Et donc c'était important. Et puis voilà, mais c'était un exercice intéressant parce que du coup, j'imagine. tu as un débat sur est-ce que tu gardes Le nom. couleur, est-ce que tu gardes... Oui, tu peux aller jusqu'à... Ouais, parce que pourquoi vous n'avez pas changé de nom, par exemple, prendre un autre nom, Totem Group? Comme certains qui changent de nom. Oh, tout de suite, les accusations. On va arriver à mon tour, mais Parce que Totem déjà, Group, par exemple. Africa en cas, on est perdu. Je suis d'accord. Mais, non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on sait poser la question? Alors, moi, au contraire, je trouve que c'est déjà très dur d'imposer Ah non. un nom. C'est sûr. Ouais, Donc, tu peux toujours avoir cette tentation-là. Mais voilà, on a quand même eu un petit débat sur un léger changement D'accord. qui aurait été, par exemple, juste dire TX. Tu vois. Oui, voilà, ouais, TX, et après, ça Et reste. après, ça Ouais. reste. Mais dans le logo, justement, on retrouve Cette logique de TX. Voilà. Ouais, ça, c'est vrai. Mais on laisse toujours Totem Experience pour voilà, quand même garder cette espèce de continuité. Mais en termes de changement de nom, parce que du coup, j'ai pas mal regardé ce qui se faisait ces derniers temps.
connu, c'est Facebook en méta. Meta, c'est le plus gros, ouais. C'est le plus gros. Et c'est assez impressionnant parce que tu as l'impression qu'ils ont fait l'annonce et que tout le monde a intégré, ok, maintenant c'est méta. Mais en fait, les moyens qu'ils ont mis quand même. Ils ont souffert. Pour faire ce changement, c'est... Beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de gens. Et après, je pense que... Alors, je vais te poser la question, est-ce que toi, comme tu as dit, là, c'est la vision qui a drivé le changement de rebranding. Donc, c'est beaucoup, je veux dire, toi, Anthony, donc vraiment les gens qui portent le projet, vous-même, vous avez changé depuis ou pas? Est-ce qu'il y a... Parce que j'ai l'impression que souvent, ce qui pousse le rebranding, dans le cadre de notre cas, c'était beaucoup ça, mais c'est des choses que tu avais envie depuis un moment. Ouais, Ou est-ce que c'est... Là, c'est l'occasion, donc je me dis, pourquoi faire? Notre envie, depuis un moment, c'est d'adresser des signaux différents au marché. D'accord. Ok. Si je devais caricaturer, bien sûr, jusqu'ici, ça a toujours été, voilà les bons petits qui sont très bons à ça. Ok, on les met sur ça. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on s'est professionnalisé sur énormément de choses en termes de process, en termes de qualité de rendu, en termes de relations clients, etc. Et donc, même pour l'interne, il faut qu'ils sachent en fait qu'on est dans une structure. L'idée, c'est pas d'être rigide, de se positionner en corporate, tu vois, on doit garder cette flexibilité, mais c'est important, voilà. Donc, d'adresser en fait ce signal et puis en se positionnant aussi en groupe, c'est aussi affirmer quelque part ton ambition, puisque quand tu es un groupe qui a des antennes au Bénin, en Guinée, au Mali, au Burkina, au Sénégal, etc., tu montres aussi jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu veux aller. Donc, c'est vraiment... c'était plus une volonté de... c'est pas... Marquer le coup. Voilà, marquer le coup petit à petit, puisqu'il faut le faire en humilité. Tu vois, je me dis, au final, c'est ce que je dis, bon, ça va pas changer la vie des gens, tu vois. Mais il faut que petit à petit, ça change leur perception de qui on est. Voilà, de votre groupe. C'est ça. Et comme tu dis, être dans autant de pays, oui, là, vous avez fait un sacré chemin. Et même, je pense, pour vos clients potentiels, se rendre compte que... Je pense qu'encore beaucoup de gens aujourd'hui imaginent notamment que pour faire du digital et même de manière générale faire de la com, il n'y a pas très peu de groupes panafricains. C'est-à-dire que je pense que c'est encore trop peu utilisé. Et que tu as encore beaucoup de choses qui sont faites... Surtout sur le digital. Qui sont faites de l'étranger, où ils essayent à peine d'adapter, où ils n'ont pas vraiment de relais locaux. Et en digital, encore pire, j'imagine même pas. Ouais. Sur les groupes de communication 360, donc traditionnels, tu as des groupes, parce que tous les groupes, les plus grands groupes internationaux sont présents dans la région. Tu as des groupes aussi locaux qui ont des antennes. Mais sur la partie digitale, effectivement, il y a pas mal de clients qui ne savent pas qu'il y a cette possibilité justement de mutualiser, etc. Donc, l'idée, c'est aussi de renforcer justement cette zone de focus. C'est-à-dire que la force qu'on a toujours eue, c'est qu'on essaye tant bien que mal de ne pas se disperser, de ne pas aller sur un truc. On est sur une niche finalement. Parce qu'on est autour de la communication et la créativité, mais sur le digital. Bien sûr. Donc, du coup, nous, on fait en fait quelque part un pari. Le pari, c'est de se dire que aujourd'hui, en taux de pénétration Internet, tu es sur du 60, 40, 50, 70. Là où en Europe, aux États-Unis, tu es à 95, etc. Et donc, il y en a qui te disent, c'est insignifiant, pourquoi aller sur Internet? Alors que nous, on mise sur le fait que d'ici 5 ans, que ça monte énormément. Exactement. Donc, en fait, nous, on mise sur le fait que les marques les plus en avance vont se rendre compte, et elles commencent déjà petit à petit à se rendre compte que c'est en fait le lancement de leur communication qui commence sur le digital et pas l'inverse. Tu vois, parce qu'ils le voient comme une finalité, ils adoptent. Ils adaptent, pardon, excuse-moi. Oui, en fait, de façon traditionnelle, tu lances et après tu déclines sur différents canaux. Et le digital aujourd'hui, pour certains, est considéré comme un canal, comme l'affiche, etc. Là où, dans
la communication actuelle dans les pays qui sont très en avance sur la communication, c'est vraiment en fait, on démarre avec sa communauté et puis après, donc sa communauté en ligne et puis après on adapte aux autres canaux. On adapte aux c'est intéressant. Ouais, donc d'où l'importance du storytelling parce que c'est ce qui fait qu'un contenu digital est distinct et souvent ce qui le ressort. C'est ça, c'est exactement ça. Et quand tu racontes la bonne histoire, et puis et donc voilà, donc c'était pour ça que tu vois, mais changement de nom, franchement, bon, je sais pas comment tu as fait, mais après, difficile. C'est sûr, c'est dur, c'est juste que, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure, il y a un truc qui moi me marque aussi, mais c'est pas forcément lié à un autre changement de nom, mais un petit peu, c'est que, tu vois, comme tu l'as décrit, c'est tu parles de tes clients. Quand ton nom, c'est... Parce que pour moi, les gens oublient souvent, et là on parle beaucoup de branding, le branding, c'est pas une intention, c'est ce que tu représentes dans l'esprit des gens. Les gens l'oublient que le branding, c'est qu'est-ce que tu occupes comme place. Et tu vois, cette histoire que tu as vraiment de te dire, et là, vraiment, je pense que ce message fort pour moi de ce que tu dis, c'est que Totem Experience, c'est le digital comme étant le point de départ et qui a une histoire propre, un produit propre, un process propre. Nous, c'était pareil. Africrea, le danger d'Africrea, et ça a toujours été le problème, c'est Africrea, pour beaucoup de gens, égale visibilité. C'est-à-dire, pour des vendeurs, c'est là où je peux trouver plein d'acheteurs. Pour des acheteurs, c'est là où je peux trouver des vendeurs facilement. C'était bien pour commencer. Mais avec le temps qui passe, nous, on voit que le succès de cette visibilité, en fait, quand elle se transforme en transaction, parce qu'au final, c'est ça notre métier, c'est qu'il y a une transaction. Et en fait, le succès dépendait de à quel point les gens se rendaient compte que, en fait, le digital, c'est pas juste un canal. C'est-à-dire que beaucoup de gens, jusqu'à il n'y a pas longtemps, pensaient que vendre en ligne, c'est juste un canal de plus où je vends. C'est-à-dire que j'ai ma boutique, et après, je mets mes sites en ligne. Oui. Tu vois, je mets mes produits sur un site, pardon, je veux dire. Mais ça ne marche très rarement. Parce que ce qui se passe, c'est que ce que tu vas vendre en boutique, par exemple, la façon de le vendre en ligne n'est pas du tout la même. C'est pas le même effort, c'est pas le même public. Et c'est ça le plus important. Et du coup, ce rebranding-là, si je te suis, c'est donc d'Africrea vers Anka. C'est en fait, avant, tu es une plateforme où tu peux gagner de la visibilité, mais maintenant, on veut vraiment que vous compreniez que c'est une plateforme où vous pouvez faire des transactions. Exactement, et surtout que tu comprennes que notre métier, c'est t'aider à faire grandir ton business. Si tu veux, pas être visible. Pas être visible. Les gens pensent que la visibilité est le problème. Et ça, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais la visibilité, c'est du vent. C'est vraiment, si tu n'as pas l'étincelle du succès d'abord, qui est créée par la rencontre, bon, une étincelle, tu sais, c'est une rencontre alchimique, hein, quelque chose qui se crée entre tes produits et le marché, ça ne sert à rien d'acheter de la visibilité. Si tu ajoutes du vent sur un feu inexistant ou genre un bois où il n'y a rien, il ne va rien se passer. Quand tu as une bonne flamme, là, tu peux rajouter de la visibilité un peu soufflée pour que ça prenne vraiment. Et donc, en cas, c'était ça l'idée pour nous quand on s'est rebrandé, c'était de se dire, OK, Africrea, c'est une marque qui, dans tous les cas, est associée très fortement, quelque part, à l'achat. Alors que nous, ce qu'on veut être, c'est une marque associée aux vendeurs. On veut être le partenaire numéro 1 de tous les entrepreneurs autour de l'Afrique, ou qui soient dans le monde, qui veulent vendre et veulent faire grandir leur business. Et le problème, c'est quand tu gardes le même nom, c'est difficile de changer autant comment les gens te voient. Surtout que nous, on est passé d'un modèle avec Africrea qui est très transactionnel, du coup, parce que c'était juste commission, avec Anka où c'est un modèle, il y a un abonnement. Donc tu vois, toi, je pense que tu as peut-être un peu moins de problème parce qu'il n'y a pas de changement de business model. Oui, mais après, dans ton cas, la partie qu'on peut se demander, c'est que, mais aujourd'hui, on parle toujours des deux. Oui. Africrea et Anka. C'est un très bon point. Donc, c'est pas un rebond. Quand on a une certaine distance, on a l'impression qu'on a rajouté quelque chose. En plus, ouais. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que ça, c'est le fait, pragmatiquement, du fait qu'on n'ait pas de produit spécifique Anka aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'as pas de site, tu as un site Anka pour Africa, mais tu n'as pas d'application Anka. Donc, le jour où tu verras, là, ça sort récemment sous peu, on aura l'application mobile Anka. Probablement, dans les mois qui vont suivre, Africrea va changer de nom. Ça s'appellera Anka Marketplace. Mais pourquoi ne pas avoir attendu alors que l'application soit prête? Parce que, j'avais l'impératif que mes clients, qui sont les vendeurs, comprennent, parce que le business model avait changé. Donc, eux, ils ne comprenaient pas ce qui se passait pour que, du jour au lendemain, je leur dise, la visibilité, ce n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est comment tu ships, comment tu gères tes paiements et à qui tu vends. Et surtout, ils ne comprenaient pas le fait qu'on passe de commission à abonnement. Tu vois, il y a quand même un gros changement de business model. Et ce que je leur expliquais surtout derrière beaucoup, c'est un changement plus dramatique dans mon paradigme. Tu vois, tu as décrit dans le monde de la com le changement de... Tu avais plusieurs canaux, c'est juste tu fais un truc, après tu pousses dans les canaux. Et maintenant, le digital change le paradigme en se disant, il faut raconter une histoire
avec ta communauté, qui après sera déclinée dans différents canaux. Nous, ce qui a changé dans le monde du commerce, bon, les réseaux sociaux et Meta, comme tu dis, a contribué fortement à ça, c'est que jusqu'aux années 2000, tu vendais sur un site sur Internet. Après, vers les années 2000, c'est devenu, on vend sur des plateformes. Donc, tu avais Shopify, Etsy, Amazon. Maintenant, nous, notre conviction, c'est qu'en 2020, et les gens peut-être se rendent compte en 2030, tu dois vendre partout. Tu dois vendre sur Facebook, tu dois vendre sur Insta, tu dois vendre sur ton site, tu dois vendre sur les marketplaces. Mais ça, t'en es convaincu? 100%. Parce que, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui te disent, tu as un canal qui te permet de vendre. Bien sûr. Tu as des bons chiffres, mais toute ton énergie, ta stratégie là-dessus, où tu as le plus de traction, plutôt que te disperser. Non, oui, alors je ne dis pas aux gens qu'il faut aller partout. Ce que moi je dis, c'est que, surtout quand tu veux grossir, le plus difficile, c'est de devoir vendre partout. Parce qu'en fait, tes clients sont partout. Je vais te répondre. Quelqu'un qui vend que sur, par exemple, WhatsApp. Lui, ses clients, par exemple, si demain il commence à vouloir grossir et que ses clients lui disent « Ah, mais moi, c'est sur Instagram que je suis le plus souvent. Tu vois, il va devoir faire un effort pour les amener à dire « Non, mais moi, c'est sur WhatsApp que je fonctionne. Quelqu'un qui te dit « Moi, je suis habitué à acheter sur un site web où il y a un panier. » Tu vas devoir faire un effort pour lui dire « Non, moi, c'est sur WhatsApp que ça se passe. » Tu vois, tu vas devoir tirer tes clients. Et on sait tous, tirer ton client, c'est la dernière chose que tu veux faire. Changer le comportement d'un client, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc pour un vendeur, et c'est ce qu'en cas vraiment se positionne pour moi, on veut être l'une des premières boîtes à faire ça. Et je pense que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de startups qui vraiment l'ont compris, et encore moins de grands groupes. C'est de se dire, on va te créer un outil. Ça, la promesse de l'app mobile en cas, c'est ça qui met autant de temps. C'est que tu as un outil où tu fais une action. Donc tu veux mettre ton nouveau produit, par exemple, et ça va sur tous les canaux. Donc le but n'est pas que tu te disperses. Nous, notre vision, c'est justement, on veut te créer un outil pour rester focus. Mais que cet outil te permette de... Tu prends une photo de ton nouveau produit, tu appuies sur un bouton, la photo du nouveau produit va sur Instagram, sur Facebook, dans ton catalogue WhatsApp, sur ton site web et sur une marketplace. D'accord. C'est ça la promesse de Anka. Et encore mieux, quand la commande vient de n'importe lequel de ces 5 canaux, c'est le même dashboard. Donc toutes tes commandes sont quelque part. C'est pas une fois sur un cahier, une fois dans des DM Insta, une fois dans, je sais pas, le dashboard de ton Shopify. Tout est dans un canal, ton app. Quand toutes tes commandes sont là-bas, tous tes paiements sont là-bas. Toutes tes expéditions sont là-bas. Donc tu as un outil pour tous tes canaux. C'est ça la promesse d'Anka en fait. Et c'est pour ça qu'Africrea, en fait, c'était compliqué parce qu'Africrea est un des canaux qu'on propose dans Anka. Ça restera toujours un des canaux. En fait, Africrea, c'est Anka Marketplace, en vrai. Et là, tu considères que c'est bon, ta communauté a réussi à comprendre? Toujours pas? Non, je pense pas. Je pense que ce qu'ils comprennent, c'est que la plupart comprennent maintenant, Anka, c'est pour les vendeurs, Africrea, c'est pour les acheteurs. Pour l'instant, c'est ce que les gens comprennent. Parce que le contenu, et là où le digital aide beaucoup, c'est que le contenu qu'on pousse sur l'une des marques est très différent de l'autre. Sur Anka, vous êtes vraiment sur les vendeurs. Et voilà. Donc les gens réussissent à comprendre jusque-là. Et on va dire, le temps qu'on n'ait pas encore le produit, ça me va, comme mi-chemin. Et ça, c'est la réalité de l'exécution. C'est que Et puis, il fallait que je fasse une levée de fonds, donc il fallait quand même que j'ai quelque chose qui sorte. Enfin, bref. Et Anka ne pourrait pas rester comme une marque, on va dire, entre guillemets, underground, c'est-à-dire pour les initiés, c'est-à-dire les vendeurs, tandis que Africrea est le mainstream. Je pense pas pour une seule raison. Alors, c'est que Africrea pour le mainstream a déjà ses propres limites. C'est-à-dire que c'est connu beaucoup en Europe et chez les francophones, mais chez les anglophones, Africrea est très dur à prononcer, à retenir. Mais pourtant, c'est là que vous faites le plus de ventes. Oui, mais ils ont beaucoup de mal à le retenir et à le prononcer. Ils disent toujours Africa. Africrea, c'est Africrea. C'est un truc de francophone. Mais... Et puis, l'autre réalité aussi derrière, c'est que je ne suis pas de ceux qui croient à multiplier les marques, multiplier les canaux. Moi, personnellement, et mes associés pareil. Personnellement, je crois en une marque forte, plusieurs produits. Donc, aujourd'hui, on a 2 marques. C'est pas grave. Franchement, ça ne me dérange pas. Je suis très fier de ce que la marque Africrea est devenue parce que je n'aurais jamais imaginé ça. Donc, je ne vais pas non plus la tuer de façon prématurée. Mais clairement, pour moi, on doit évoluer vers une offre. En cas, c'est beaucoup plus friendly, plus court. Le meaning est plus fort. Et après, bon, en toute honnêteté, c'est un truc souvent que je dis aux gens, il ne faut jamais oublier, c'est aussi l'histoire personnelle. Toi, Totem, c'est toi qui as trouvé le nom. Non. C'est qui? C'est qui? On en avait déjà parlé. Ouais, ça, mais si toi, comment tu Non, en fait, moi, j'avais, à l'époque, j'avais l'idée de faire une web TV, tu te souviens? Bien sûr, oui, à l'époque, ouais, voilà. Tu voulais faire le YouTube. Exactement, exactement. Yes. Et avec mon pote Ludovic, avec qui on parlait beaucoup d'Afrique, etc., avec qui on avait commencé à écrire des articles, lui, son idée, c'est de faire un blog.
Et il avait, voilà, c'est ça. Et après, c'est comme ça qu'on a fusionné en disant, mais faisons plutôt un média, etc. Ouais. Et donc, moi, je savais que je voulais faire TV. Lui, il savait qu'il voulait faire un blog qui s'appelle Totem. Et donc, on a mixé. Et ça fait Totem TV. Totem TV, voilà. Tu vois. Mais c'est intéressant parce que tu vois, moi, le Africrea, comme c'est pas moi qui ai trouvé le nom, que j'ai jamais. En fait, j'ai toujours pris ce nom tel comme étant un héritage. Genre vraiment une vision de ce qu'on voulait faire à l'époque. Maintenant, en cas, c'est plutôt. Là, c'est la première fois où vraiment je me suis assis moi-même pour dire, OK, quel nom correspond à ce que je veux faire dans le futur maintenant. Donc ça a changé, c'est-à-dire qu'Africrea était une vision, les artisans, les Africains ont besoin de visibilité. C'était ça la vision derrière, c'était le besoin, c'était comment on crée un espace pour eux. L'espace est fait maintenant. Donc mais la tu vision. veux dire quoi, que tu as plus de sentiments par rapport à... En cas, ouais, beaucoup plus. Parce que tu as trouvé le nom, tu veux dire? Mais parce que, non, je pense que c'est même pas moi qui l'ai trouvé, enfin, on en a parlé avec mon associé, mais c'était parce que ça correspond plus à là où je veux aller. En fait, Africrea, je ne vais pas dire, mais j'ai l'impression d'être arrivé. C'est-à-dire que je suis arrivé à ce que je voulais créer avec Africrea. Demain, je meurs, Africrea, je suis fier que ça existait tel quel. Parce que c'est ce qu'on voulait. Faire une plateforme où il y a 1 million de personnes qui viennent tous les mois, qu'est-ce que tu veux? Moi, pour moi, la mission de l'espace est accomplie sur Africrea. Alors qu'en cas, c'est une mission plus large sur tous les canaux pour vraiment l'entrepreneuriat africain. Si, je comprends. Mais du coup, j'ai un autre exemple de rebranding qu'on a fait aussi, plus tôt dans l'année, qui est léger aussi. C'est au niveau de Adicom. Oui, en fait, Adicom Days, voilà, à chaque fois les gens disent « Ah, Adicom Days, c'est quoi Adicom Days? Ah, c'est lui qui fait Adicom Days, etc. » Donc, personne associe Adicom Days à un événement. Oui. Et Adicom Days a une marque très forte. Oui. C'est-à-dire beaucoup plus forte que Totem. Ouais, c'est vrai que toi, c'est un peu comme moi sur Africrea. Toi, c'est Totem versus Adicom. Voilà, c'est-à-dire que quand j'arrive, puis je dis à Totem, puis Adicom. Oui, là, d'un coup, c'est pareil. Si moi je dis encore, on me regarde, Africrea. Oui, voilà. Ouais. Mais on a fait un petit changement, c'est-à-dire même sur nos canaux, c'est plus Adicom Days, mais Adicom Family. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour nous, en termes de vision qui est très portée sur impacter, aider les gens à construire des communautés, à les impacter positivement, il fallait qu'on se détache de l'idée que nous sommes une boîte événementielle. Voilà, c'est vrai, événementielle. Je vois ce que tu veux dire. Parce que déjà, même des gens nous appelaient parfois pour organiser des événements. Mais c'est pas le but. Ouais. Le but, c'est de fédérer une communauté à qui on propose des événements. Donc c'est pour ça que là on fait des événements au cinéma ou on fait des formations, etc. L'idée c'est de nourrir cette communauté. Bien sûr. Et il se trouve qu'Adicom Day c'est le plus grand rendez-vous de cette communauté. Voilà. Ouais. C'est son Independence Day quoi. Ouais. Exactement. Donc demain, si on veut faire d'autres events, ça rentrera toujours dans cette logique de est-ce que ça apporte une valeur à cette communauté-là, tu vois. Clairement. Donc voilà, donc ça c'était assez... c'est intéressant. Et après, tu peux pas espérer que les gens comprennent tout. Et c'est ça le plus dur dans un rebranding. Je pense que... C'est marrant, tu vois, qu'on parle autant de ça parce que ce que je dis souvent aux gens qui se lancent et qui passent énormément de temps faut pas le faire avant. À chercher du nom. Non, faut pas le faire avant. Ça change 10 fois. C'est vraiment ce que tu en fais. Enfin, nous, les gens vont ressentir qu'on est attaché à la question parce que on a fait de ce nom quelque chose. Oui. Mais à la base, c'était pas important. Africrea aurait pu s'appeler autre chose. Oui, ça aurait pu s'appeler 15 000 autres trucs. Ouais. Moi, je prends souvent l'exemple. Je dis, imagine, il y a un gars, il vient te voir il y a 20 ans, il dit, écoute, je vais créer une application de taxi là. J'ai trouvé un nom, ça va s'appeler Uber. Tu vas lui dire. Mais ça n'a aucun rapport. Ton nom là. C'est flingué. Tu vois. Déjà, tu vas un peu douter sur son projet. C'est clair. Mais en plus, le nom, tu vas dire, mais non, ça ne me parle pas. Mais aujourd'hui, Uber. Il veut dire quelque chose, tu vois. Donc, c'est ce que tu fais de qui donne la force au nom et pas l'autre sens. Bah oui, sachant qu'Uber, au départ, c'était Uber Cab et avant ça, c'était même pas Uber Cab. Tu vois, c'est tout. Il n'y a personne qui a un nom. Tu vois, même Airbnb, aujourd'hui, Airbnb, ça paraît évident. Mais avant, Airbnb, ça s'appelait littéralement Air Bed and Breakfast. Ouais. Et après, ils ont rajouté, ils ont certifié. Toutes les marques évoluent. Non, c'est sûr. Bon, sur le rebranding, on arrive à s'entendre, mais il y a un sujet sur lequel on est. Le grand moment. On s'entend un peu moins. Beaucoup moins.
Le personal branding. Ouais. Personal branding. Ouais. Une notion très à la mode. Un peu trop. Tout mon problème Mais est là. tu sais que c'est ancien. C'est pas. En fait, quand on dit que c'est à la mode, Ouais. tu as l'impression que, je sais pas, que LinkedIn a inventé le personal branding. Mais Ah. personal branding, pour moi, c'est juste un terme. Et c'est là que je comprends pas pourquoi Je n'aime pas. Ouais, t'es pas fan de ça. C'est juste un terme très marketing pour dire réputation. Quand tu travailles ton personal branding, Toi, tu le vois comme ça. là, je te cale direct avec une punchline de Gary Vee. Ah, c'est Gary Vee qui dit ça? Très sale. Franchement, c'est pas. Franchement, tu triches. J'avoue, c'est là où on voit que je t'ai pas aussi préparé. Merde. J'avoue, non, alors. On peut pas remettre en question ton Gary Vee. Ça, c'est une strike. Déjà de 1. Alors, en fait, pour contrebalancer l'événement, je suis d'accord avec toi. Si c'est réputation, on peut s'entendre sur il faut travailler sa réputation. Le problème que moi j'ai, c'est que le personal branding, le terme marketing, et donc tous les gens qui font le métier autour, ou tous ceux qui font le travail autour, le font à la place du travail de la réputation. C'est comme si tu me disais, en fait, pour moi, le personal branding, c'est comme des gens qui sont devenus concernés plus par l'apparence que par le contenu, le fond, la forme que le fond. Non, en fait. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi mon point. Parce qu'en fait, malheureusement, tu vois, Gary Vee, quand lui te le dit, c'est-à-dire que ces conseils de personal branding, c'est des conseils qu'on peut te donner il y a 50 ans sur ta réputation, de manière générale, appliqués à aujourd'hui. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui consacrent du temps et de l'énergie à la personal branding, ils le consacrent sur des trucs superficiels. Et à des choses esthétiques pour moi, cosmétiques. Le personal branding, pour moi, pour faire simple, c'est la forme cosmétique du travail de réputation. Oui, mais alors, tu peux dire que tu n'aimes pas un certain type de personal branding. Mais Oui. pourquoi tu mets toutes les personnes qui te parlent de personal branding dans le même sac? Parce que pour moi, ceux qui s'occupent de la réputation, comme tu dis, et pas de la personal branding, n'emploient même pas le mot. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le mot est devenu un cristalliseur d'activités cosmétiques pour moi. Mais ceux qui n'utilisent pas le mot, c'est juste qu'ils sont malins, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas dessus. Je suis d'accord. Moi, c'est vraiment le mot et la vague, parce que pour moi, les mots ont du poids. Donc plus tu donnes du poids, surtout quand c'est quelqu'un qui a une forme de visibilité, genre quelle qu'elle soit, ou d'impact sur des gens, notamment jeunes, ça m'énerve, moi personnellement, parce que c'est un peu comme les gens qui disent il faut que tu travailles, je sais pas comment t'expliquer, que tu travailles de quoi tu as l'air, comment tu t'habilles. Par exemple, c'est un peu le même délire. J'ai rien contre les gens qui aiment la mode ou qui aiment bien s'habiller, mais j'ai toujours du mal quand quelqu'un, son premier conseil qu'il donne à quelqu'un qui entreprend un travail sur lui-même, c'est de lui dire travaille ton apparence, travaille ton physique. C'est un peu le même truc, c'est-à-dire que on va dire demain, un jeune vient te voir et te dit bon, je me sens déprimé, je me sens inadéquat, je sais pas quoi faire. Il y a des gens qui vont lui dire commence par t'occuper de faire du sport, d'avoir l'air bien, ou on va dire encore plus basiquement, oh, regarde comment tu es habillé, ou tu sens mauvais, ou tu vois, c'est ça que les gens vont des fois pousser. C'est ça qui me dérange. Le personal branding pour moi correspond à ça. C'est pas quelque chose qui est pas bon ou qui n'est pas nécessaire. Mais moi, je préférais qu'on travaille la base. Pour moi, le personal branding, c'est comme si on parlait beaucoup plus du travail de peinture que du travail de maçonnerie dans une maison. Ouais, mais pour moi, tu parles vraiment d'une forme de personal branding, d'une interprétation. Parce que si tu regardes la définition du personal branding, c'est juste. On aime rentre dans les définitions. Oui, les experts. Mais c'est juste, en fait, comment dire, la promotion, le marketing, la communication que tu ferais à un produit, sauf que tu le fais à ta personne. D'accord. Donc, quand tu fais la communication d'un produit ou d'un service, tu parles des attributs de ce produit ou de ce service. Tu parles de ses avantages principalement. Maintenant, tu pourrais dire que moi, je suis contre le type de publicité qui exagère ou qui ne disent pas la vérité, etc. Mais tu ne peux pas dire que tu es contre la publicité. Je suis d'accord. Et c'est pareil pour le personal branding. Si quelqu'un met en avant ses atouts, que ça soit un salarié, un entrepreneur, n'importe qui met en avant aussi ses victoires sur les réseaux, bref, ses compétences. Tu peux pas lui dire que tu es trop dans la cosmétique, parce que s'il est authentique, tu vois. C'est ça. Alors voilà, si tu es authentique, je pense que c'est là où tu as mis c'est le si qui est pour moi très dur.
C'est que moi, je Oui, mais juge... tu dis ça, mais en même temps, par défaut, c'est pas authentique. C'est toi, ça c'est ton Oui, point. ça c'est mon point. Parce que par défaut, moi je parle de majorité, statistiquement. Maintenant, on va revenir à mon argument. Toi, sur la majorité des gens que tu connais qui emploient le mot personal branding ou qui le font, est-ce que tu les qualifierais d'authentiques, un? Et deux, pour moi, l'autre point principal, c'est est-ce qu'ils travaillent plus la forme que le fond? Moi, pourquoi je suis comme ça? C'est parce que j'associe mon comportement par défaut à la majorité. C'est un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que tu as une opinion sur quelque chose en fonction de qu'est-ce que tu croises le plus souvent. Alors ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, je passe vraiment pas mon opinion comme ça. Ah, moi, oui. Moi, c'est ça. En fait, moi, mon opinion est basée sur... C'est-à-dire qu'en gros, tu vas donner une définition basée sur ce que pense la majorité. Ouais. Mais ça n'a pas de sens. C'est comme si je te dis, Ouais. qu'est-ce que tu penses de l'Afrique? La majorité des gens pensent que c'est un shithole country, c'est un ensemble de shithole countries. Oui, mais donc tu vas pas dire ça. Oui, mais je me comporterai en sachant que c'est l'image que les gens ont de l'Afrique. Donc si je vais pas adopter la position en disant l'Afrique c'est ça, Ok. mais mon comportement en tant qu'Africain, c'est que je sais que c'est le regard que les gens ont sur moi par défaut. Et c'est pareil sur le personal branding, c'est-à-dire que je vais pas juger le personal branding. Tu me dis de moi que tu fais du personal branding, je vais pas te juger, mais par défaut, je vais considérer que ce que tu fais dans le personal branding est de la forme et pas du fond. Je peux me tromper. Et c'est là où il y a une marge d'erreur. Tu sais, le but de ça, c'est vraiment que tu dis, c'est de se faire une opinion. C'est juste un raccourci mental. Après, oui, non, mais je comprends. Mais moi, la manière dont je fonctionne, je trouve que y a déjà beaucoup de choses en tête. Ouais. J'exclus de manière même automatique, même sans m'en rendre compte, les choses que je trouve... Trop général. Enfin non, je dirais nul, c'est-à-dire qu'en gros, si tu me demandes sur les personnes, les entrepreneurs que je suis, qui fait un personal branding intéressant et qui fait juste de la cosmétique comme tu dis, en fait, je pourrais difficilement même te parler de ceux qui font de la cosmétique parce que voilà, ça m'intéresse pas. Ah. C'est-à-dire que en fait, mon cerveau fait un tri. Ah, donc, oui. que ça existe, je suis d'accord, mais je ne pourrais pas te dire si c'est une majorité parce que je ne m'y intéresse pas en fait. Ah, mais alors la grosse différence entre toi et moi, c'est un peu comme le fait que tu me demandes tout le temps pourquoi j'aime les chiffres. Moi, je vois le monde en stats. Donc, toutes les occurrences, autant mauvaises que bonnes, je les compte. Moi, je vois en quali. C'est-à-dire, t'es quali, je te suis, t'es pas quali, je calcule pas. Ah non, mais moi, si t'es pas quali, je te calcule quand même. Parce que je considère que c'est la majorité des gens vont être comme ça. Donc, j'adapte mon comportement en fonction de ce que je vois le plus souvent. Ah oui. Même si c'est pas quali. Et c'est pareil, c'est pour ça que, par exemple, tu vois, ça revient à... Quand tu me demandes des fois pourquoi je dis que par défaut, ma réaction par défaut aux gens que je croise, quand ils me croisent, ils me disent t'as l'air arrogant. Je dis oui, c'est vrai parce que je considère que la majorité des gens sont médiocres. Donc, par défaut, j'ai une forme de mépris pour les gens. C'est pas que je méprise l'être humain de manière générale. C'est juste que statistiquement, les comportements qu'ont les gens en face de moi m'inspirent du mépris. C'est pas genre... c'est très bizarre ce que tu... Ouais, je sais, c'est très bizarre. Mais en fait, ça joue avec la même logique du personal branding. C'est que le personal branding, exemple typique. Je pense que tout ce que tu dis, tu as jugé toi comme étant qualitatif en personal branding, je pense qu'eux n'emploient même pas le mot personal branding. Je crois que dans leur bouche, ça sort jamais quasiment. Oui, non, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que j'entends mettre, pour moi, tu mets dans ta description Instagram ou LinkedIn le mot personal branding, pour moi, 90% de chances que tu sois un bolos. Simple, tu vois, c'est pas genre, c'est un signal. Voilà, comme on dit en statistique, tu as le signal. C'est des signaux que tu envoies, et moi, c'est comme ça que je le traite, c'est-à-dire c'est un signal. C'est comme pour moi, quand tu mets philanthrope, gros signal de t'es un mytho. Il y a des... attention, j'ai été sur le compte de Viola Davis. Elle a mis philanthrope? Elle a mis philanthrope. Pour moi, c'est un signal qu'elle est mytho. Oui, je t'assure. C'est pas parce que... Non, mais... Attends, le podcast est foutu. Non, mais attends. Le podcast est foutu. Attention, un signal qu'elle... 3 épisodes, on est foutu. On est foutu. Non, les gens vont nous tuer. Non, mais attends. Non, mais attention. Non, mais attends, Kyle. Attention. On peut remettre en question une image que quelqu'un se donne sans remettre en question la personne. Viola Davis me met actrice et me met, je ne sais pas combien de prix cette dame a gagné. C'est une légende. Mais ce n'est pas pour autant que je peux dire que c'est une fausse philanthrope. Enfin, moi, quelqu'un va me dire demain, par exemple, ouais, Moulay, tu parles souvent, on peut me traiter, je ne sais pas moi, de faux malien. Je prends, tu vois, c'est faire. En fait,
on n'est pas uniformément, authentiquement, on va dire, représentant, ou en tout cas, on n'est pas légitime dans toutes les parties de notre personnalité. Il y a des choses auxquelles on aspire, des choses auxquelles on est expert. Ouais, mais tu peux aspirer et l'afficher. Enfin, tu vois, Oui, dire, voilà. tu n'es pas obligé d'attendre d'être expert dans un domaine avant d'en parler. Ouais. Tu sais, moi, je pense que de manière plus générale, Ouais. quand tu fais attention à la manière dont tu vas être représenté dans l'espace public, ça devient très intéressant d'en être conscient. Pourquoi? Parce que pour la première fois, avec justement l'ère d'Internet, tu peux contrôler ce que les gens vont trouver en fait sur toi. Tu me diras, c'est justement ça. Le danger. Oui, le danger, parce que du coup, tu peux créer une fausse identité. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je pars du prisme en fait que tu le fais pour les bonnes raisons. Et quand tu le fais pour les bonnes raisons, ça peut te créer des opportunités pour toi et ta structure. C'est vrai. Toi qui es dans le game des levées de fonds, tu sais très bien à quel point la personnalité et la réputation. joue plus, la personnalité et la réputation jouent plus que le travail, que ton produit même. Je suis d'accord. C'est-à-dire que tu mets une autre personne en CEO d'un cas, peut-être que c'est pas les mêmes levées. Ah, c'est clair et net. C'est ce que mes investisseurs n'arrêtent pas de répéter d'ailleurs. Ben voilà. Mais donc du coup, c'est peut-être toi tu le fais peut-être pas consciemment, mais que tu le veuilles ou pas, tu as quand même une réputation, tu as quand même une image, même sur tu fais pas 10 000 interviews, mais même sur les rares que je fais, que tu fais, tu as un certain ton, tu as un certain truc, on voit que tu es chiffre, on voit que tu lis beaucoup de choses, etc. et tout. Donc du coup, dans tous les cas, tu as également une marque. Non, c'est sûr. Voilà, une marque personnelle. Mais tu sais, c'est très bien. Donc on va revenir sur justement ce qui nous divise, c'est ça. Là, tu as très bien résumé pour moi le fait que tout le monde a une marque. À partir du moment où tu as une interaction avec un être humain, même si c'est juste qu'il voit ta photo, dans sa tête, il y a quelque chose qui se crée. Parce qu'au final, une marque, c'est juste une part de l'esprit des gens. Et ce qui fait la consistance ou la qualité d'une marque, c'est à quel point sur différentes personnes, c'est consistant, cohérent et idéalement étendu. Donc les gens, c'est suffisamment fort pour eux que si tu penses chaussures, le mot Nike te vienne. C'est juste ça une marque. C'est pareil pour un être humain. Donc tu as raison, tout le monde a une marque. Tu peux pas faire genre le personal branding, moi par exemple, je n'aime pas ça, mais je pourrais jamais dire qu'il ne faut pas en faire. C'est impossible. Parce que ça fait partie dans tous les cas de la vie. Maintenant, le sujet pour moi, c'est que, et là où tu m'as effectivement bien eu, effectivement, c'est que je pense que le mot réputation serait exactement ce que moi je pousserais les gens à faire. Parce que réputation, le problème de la réputation, c'est que ça redonne le pouvoir aux autres. Le personal branding, je trouve que ça donne trop de pouvoir à la personne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans la formulation du mot et dans l'image qu'il y a derrière, my personal brand, c'est quelque chose que je contrôle. Alors que la réputation, par définition, tu peux difficilement la contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette forme d'humilité que je trouve qui manque. Oui, c'est-à-dire si tu as une conférence et un speaker qui dit aux jeunes entrepreneurs, faites attention à votre réputation, tu vas dire oui, effectivement. Si leur dit travaillez votre personnel branding, ça m'énerve. Ça t'énerve. Immédiatement. Ouais, on est sur la sémantique. On est sur la sémantique, mais je pense que c'est beaucoup aussi, parce que je suis très, et comme on a déjà parlé, même toi, comme on a dit souvent, la sémantique pour moi est beaucoup après liée à ce que les gens acceptent comme étant dans leur contrôle ou pas, et dans les priorités. C'est-à-dire que pour moi, il y a beaucoup de choses, c'est comme la chance. D'ailleurs, ça me rappelle un thème qu'il faudra qu'on fasse un jour, entrepreneuriat et chance. Parce que je pense que trop de gens négligent la part de la chance et accordent trop d'importance à leur propre talent. Et c'est pareil pour moi quelque part sur la réputation. La réputation, pourquoi moi c'est un concept que j'aime beaucoup? Parce que ça veut dire que tu dois faire plus attention à ce qui se passe dans l'œil de l'autre, dans son esprit, que ce que toi tu fais. C'est trop facile parce que humainement, on n'a pas de contrôle sur ce que les gens font et on a plus facilité à se dire mais pourquoi ils pensent ça, j'ai jamais fait ça. Mais comme tu sais, ma mère, elle aime bien dire un truc qui me fait toujours rire, elle emploie le vieux terme il n'y a pas de fumée sans feu. Et elle dit donc même si le feu là n'était pas du tout au même endroit, si tu vois la fumée, c'est que le feu est quelque part. Et c'est une phrase qu'elle emploie souvent, elle, dans l'esprit de la réputation.
Elle me le dit souvent, elle me dit, Moulay, si les gens pensent ça ou disent ça de toi, c'est quelque part, il y a quelque chose que tu fais ou que tu as fait qui est arrivé jusque-là. Donc tu ne peux pas te désolidariser et dire, c'est juste ce qu'ils pensent. Bah après, ça dépend du nombre de personnes, non, quand même. Je pense, bien sûr. Après, si c'est une personne... En général, je pense que la réputation, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux jamais dire, une personne a détruit ma réputation. Tu peux le dire quand les autres croient ce que la personne dit. Ouais. Tu vois le point. Et c'est là où le personal branding, pour moi, justement... Après, c'est peut-être le... Parce que c'est vrai qu'en anglais, le mot reputation n'est pas utilisé autant. Et personal branding, justement, ne donne pas cette place à... C'est pas ton pouvoir, en fait. C'est pas toi qui crée ta marque. Je sais pas comment t'expliquer. Tu peux pas créer ta marque. Mais tu vois, c'est marrant quand tu dis... c'est pas l'autre qui détruit ta réputation, mais ça dépend de ce que les gens croient ou pas. Et moi, souvent, dans l'espace médiatique, ce que je remarque, c'est que il y a des gens, parfois, ils font des trucs qui sont... prenons le cas où ils font un truc qui est pas bien. Qui est pas bien vu, en chaque tout fois, cas. je me dis, si ça, tel l'avait fait... J'aurais jamais cru. Soit j'aurais jamais eu, ou alors ça aurait fait un tollé. En fait, parfois, je prends l'exemple, par exemple, Will Smith. Yes. Oui. Will Smith, très bon exemple. Tu vois, oui, avec la gifle de Will Smith, je me dis, si c'est... je sais pas pourquoi c'est Tupac qui vient en tête. Bien sûr qu'il le fait. Faire. Non, voilà, prenons Kanye West. Ça aurait été faire. Mais les gens auraient pété un câble. Non, mais les gens auraient été totalement scandalisés. Mais ça aurait, enfin, limite, on allait dire, je sais pas, prison, machin et tout ça. Les gens l'auraient mis en prison. Mais le fait que Will Smith a accumulé un capital sympathie fait que, bien sûr, il est condamné, il a des sanctions. Mais elles sont pas aussi fortes. C'est un truc de dingue ce qu'il a fait. Exactement. Mais ouais, je suis d'accord. ça aurait été encore plus haut. Tu vois. Mais là, je suis d'accord. Selon où se situe ta réputation, est-ce que tu as construit en termes d'image? Exactement. Mais tu vois, toi, tu es un vrai communicant. Toi, tu as employé le mot image. Moi, pour la même phrase, j'aurais dit, c'est à cause de qu'est-ce que Will Smith a fait avant. En fait, Will Smith, sa réputation n'est que le fruit de ses actions répétées. Les images que les gens ont de Will Smith, c'est parce qu'il a cette image répétée au fur et à mesure des actions qu'il fait. Mais en l'occurrence, Will Smith, bon, il me paraît très naturel et tout, mais pour moi, c'est quand même travaillé. C'est-à-dire que... Je pense que pas autant qu'il voudrait. Attends, ça fait 30 ans qu'on le connaît, il rigole tout le temps. Non. Mais justement, je pense qu'il a travaillé ce truc. Tu vois, moi, par exemple, je suis un grand fan de Will Smith. Tu sais que j'ai lu son livre. Non, mais je sais que dans son livre, il explique exactement son travail sur lui-même. Exactement. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que Will Smith, justement, est un parfait exemple de l'écart entre le personal branding et sa réputation. Parce que lui, il t'explique en fait que toute sa vie, il s'est rendu compte qu'il a dû petit à petit ajuster ses comportements pour arriver à l'image qu'il voulait. En fait, il ne regardait pas l'image que les gens avaient. Tu vois, il te raconte au début quand, par exemple, il disait que son fantasme numéro 1, c'était de dire... Il était rappeur au départ. Donc, tu sais, pour info, Will Smith a gagné le premier Grammy rap de l'histoire. Donc, c'était un vrai rappeur, l'un des premiers. Il a fait faillite. Tous les problèmes qu'on peut imaginer, changement de vie, la peau, la merde incroyable. Il déménage et il se dit, nouveau rêve, nouveau combat, quand les choses reprennent, c'est je vais être le plus grand acteur au monde. Et au début, tu vois, il parle de sa réputation et il se dit, est-ce que je devrais faire ça? Comment je fais pour arriver à ça? Will Smith est ce parfait exemple de quelqu'un qui, en fait, a construit ses actions pour l'image qu'il voulait. Il n'a pas regardé ce que lui aimerait. C'est-à-dire que, par exemple, il disait toujours que lui, il ne se voyait pas comme étant un beau gosse. Donc, sa personal brand, au début, il n'a jamais voulu être un beau gosse. Ce n'était pas quelque chose qu'il voyait comme étant le chemin pour lui pour être acteur. Mais quand il a tourné le film Bad Boys, il raconte le moment où le réalisateur lui a dit « Il faut que tu tournes la scène où tu cours, t-shirt ouvert et chemise ouverte. Il ne voulait pas. Il a refusé, il a tourné la chaîne d'abord chemise fermée. Après, il a dû s'entraîner même pour apprendre à courir comme il faut, pour avoir la bonne forme et tout. Et finalement, c'est devenu une scène... C'est la scène où lui, il te dit, et c'est vrai que c'est là où il est devenu un sex symbole. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, le personal branding, si on suit l'idée du personal branding tel que moi je la comprends, après je peux me tromper, Will Smith n'aurait jamais dû faire ça. Parce que c'est pas l'image que lui-même avait. Tu vois, lui-même, dans sa tête, je suis pas lui se voyait comme un gars funny. Lui, il a toujours voulu être un funny guy. Mais l'important, c'est d'en être conscient. Exactement. Que lui, de ce que tu me dis, il savait que c'était la perception. Donc, avec l'intelligence, tu en joues quand il faut, mais au fond de lui, il ne se considère pas... Du tout. Et du coup, il a fait l'effort, et c'est l'effort qui lui a créé sa marque. C'est là où il s'est dit, attends,
je peux être un sexe symbole, moi, avec mes grandes oreilles. Et là, il se dit, bon, bah écoute, je vais faire plus d'action dans ce sens. Et c'est là où je pense que la réputation peut être intéressante, parce que la réputation, c'est vraiment les autres qui te la renvoient. Tu comprends ta réputation et tu te dis, ah, ben, je peux. Tu vois, moi, c'est par exemple, là, je prends un exemple plus personnel. Toi, tu m'as parlé pendant longtemps de podcast. L'une des choses qui a changé beaucoup pour moi, comment je me voyais le faire, c'est que j'ai commencé à remarquer, et ma femme était une des premières à m'avoir fait remarquer, mais d'autres me l'ont dit avant, mais quand elle me l'a dit, j'ai fait, attends, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Elle m'a dit que ma voix est très particulière, que j'ai une voix faite pour la radio. Je sais pas pourquoi ils disent ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Moi, je trouve que ma voix est trop aiguë. Dites-nous en commentaire si ma voix, je sais pas, phonogénique. Ouais, les gens disent ça. Mais en fait, moi, on me l'a dit. En fait, on me l'a dit. Chaque fois que j'ai fait des interviews ou radio ou truc, on me l'a déjà dit. Et quand elle me l'a dit, parce que bon, c'est une ingénieure du son et quelqu'un qui a vraiment une oreille particulière, elle m'a dit, mais tu devrais vraiment faire plus de choses avec ta voix. Moi, je dis, mais tu sais, je chante trop mal. Enfin, je veux pas. Et ça, quand toi, tu m'as, du coup, une dernière fois, tu m'en as parlé, je me suis dit, bah, en fait, le podcast peut peut-être être ce truc. Si ma réputation, parce que c'est pareil quand j'ai fait avec Jessica, donc shout out à Jessica du podcast Conversation privée, très important, voilà, qui, elle aussi, elle est l'une des premières, m'avait fait encore une fois la remarque. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être un truc que j'ai, que je n'utilise pas. Un peu comme le Will Smith fait des trucs, moi, c'était jamais été un talent pour moi. Tu m'aurais jamais dit, j'ai jamais imaginé me concentrer sur ma voix. Et donc, c'est l'une de ces choses qui a fait que maintenant, ben, je travaille ça. Je me dis, ok, si je l'ai, peut-être que dans ma marque, il faut que j'utilise des choses qui s'appuient dessus. Mais tu vois, tu dis dans ma marque. Mais là, je te reprends. Là, je te reprends. En fait, dans ma marque, mais ma marque a suivi ma réputation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le personal branding, mon problème principal avec, c'est que ça donne trop de pouvoir à l'individu sur sa réputation. Alors qu'en vrai, la réalité, c'est que ta réputation, le mot réputation, remet le pouvoir dans l'esprit des autres. C'est ça pour moi la grosse différence. Tu as très bien fait en commençant avec la punchline de Gary Vee parce que ça équilibre le sujet. Si tu travailles ta réputation, tu sais très bien que c'est beaucoup les autres d'abord avant toi. Tu travailles ton personal branding, ça met un peu trop le poids sur ce que toi tu fais comme effort. Ouais, mais franchement, après, tu sais, quand on dit travailler son personal branding, c'est pas forcément. Tu n'es pas forcément en mode Beyoncé, tu vois. Ah oui, non, mais alors elle, oui, ça c'est le finishing. C'est-à-dire que par exemple, pour un entrepreneur, enfin, je pense que tu peux le savoir, toi, avec tous les vendeurs que bien sûr toi, mais quelqu'un qui raconte son histoire et pourquoi il crée ce produit-là, ce bijou-là, ce vêtement-là, d'où ça vient, quelle est son histoire, quelle est sa manière de créer, tout ça. C'est des histoires qui touchent en fait les gens. Les gens sont touchés par des histoires humaines. Bien sûr. Donc, tout ce qu'on dit, c'est que quand tu es un entrepreneur, prends un peu de ton temps pour donner une histoire humaine à ton audience, tu vois, pas juste une histoire de produit. T'as raison. Non, mais sur ça, on est... Et donc, créer un lien, en fait. Ouais, non, ça, je l'entends. Et tu vois, c'est vrai que là, tu as raison. Par contre, ça, la réputation ne fait pas ça. Ça, je t'accorde que ce que tu décris, donc que ton histoire teinte, on va dire que ta personnalité ou ton histoire teinte la perception que les autres ont de toi, ça, c'est ton pouvoir. Donc là, je peux reconnaître que cette part de personal branding a du sens. Et bon, après, pour ne pas dévier sur Beyoncé, elle, ça a été limite l'opposé, parce que je pense qu'elle a voulu tellement changer. Elle a changé au fur et à mesure du temps, hein, franchement, il faut lui reconnaître. Mais là, maintenant, pour moi, Beyoncé, c'est typique. Elle a une image et une personal brand qui est très secrète, mais elle a une réputation, pour moi, d'être très fausse. Et c'est pas quelque chose qu'elle a travaillé. Je pense que Beyoncé n'est pas quelqu'un de faux ni d'inauthentique. J'imagine en plus que ça va lui faire mal. Ouais, c'est marrant. C'est vrai qu'il y a ce double truc. C'est que on dit le côté parfait, flawless, tout ça. Et de l'autre, on dit fake. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Je me souviens même qu'elle a fait un documentaire dans lequel à un moment elle pleure et tous les messages c'était arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. C'est fort, ouais. Mais c'est ça qui est terrible. C'est que c'est là le danger du personal branding. C'est quand tu contrôles trop et que tu penses trop que tu as la maîtrise de ce que les gens vont percevoir. Le danger, c'est que tu crées d'autres effets pervers où tu ne pourras plus. Beyoncé, ça va être très compliqué pour quelqu'un lui attribuer le truc authentique maintenant. C'est impossible. Je ne sais pas comment elle va y arriver. Alors que fondamentalement, si tu regardes les actions, je ne pense pas qu'elle ait posé des actions fausses. Son problème, c'est qu'elle a mis trop d'actions pour contrôler.
Ouais. C'est ça. Elle a trop mis de contrôle et trop d'efforts. Par exemple, elle a tellement poussé le I'm flawless, like I am, que quand elle fait de la chirurgie esthétique, tout le monde lui tombe dessus. Tu vois, c'est pas. Pourtant, l'un n'empêche pas l'autre en théorie. Mais quand tu pousses trop fort sur ta personal brand, sur une ou deux valeurs ou images. Je savais pas pour la chirurgie. Hein, bien sûr, elle en a fait. Attends, ça c'est évident. Il y a des sites entiers dédiés à ça. Des sites dédiés à qui fait la chirurgie, qui en fait pas. Excuse-moi, pas bon sur Beyoncé. Oui, t'inquiète. Si vous voulez, des petits liens. Il y en a. D'ailleurs, on dit toujours qu'on met des liens, on n'en met pas. Ah, j'ai oublié les liens pour l'épisode 2. Je les ai. Je te les envoie. Mais en tout cas, ouais. C'est ça le point. Donc, je pense que c'est ça. Je pense aussi vraiment pour ça que personal branding et réputation, il y a quand même aussi un impact dangereux. C'est que si tu fais trop d'efforts sur personal branding, tu prends le risque que ta réputation devienne des fakes quelque part. Ou t'es fake, ou t'es arriviste, ou un autre truc que j'ai déjà entendu des gens dire sur personal branding, c'est ce côté, la personne est trop dans le show-off. Je sais pas comment expliquer. Oui, mais parce que parfois ça se voit trop quand c'est too much. En fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour communiquer, mais il y a un temps aussi pour bosser. Pour faire. Et ce que je dis souvent à Anthony, ma hantise, c'est d'être personne qui est vue pour faire des annonces. Tu vois, c'est-à-dire que, mesdames et messieurs, nous vous annonçons que nous allons faire ça. Je vous annonce que déjà, utiliser même le je tout le temps, c'est déjà un problème. particulier, c'est déjà un problème parce que tu peux pas faire de très grandes choses avec le je. Impossible. Donc, tu vois, quand tu tournes ça et que tu fais d'abord la chose et que tu peux dire voilà ce qui a été fait. Oui. On vous partage les résultats, etc. C'est plus fort. Ouais. C'est plus fort. Bah, c'est comme de manière générale. Je pense que la réputation, et encore une fois, j'avoue, merci à toi de m'avoir remis ce mot de Gary Vee en tête, c'est que la réputation ta réputation naît plus des choses que tu as fait et ne tient absolument pas compte des choses que tu dis que tu vas faire. Mais après, là où je te rejoins aussi, c'est que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont un bon personal branding, mais qui peut-être n'ont pas forcément travaillé dessus. Ouais. Et parfois, oui, ça va avec une réputation qui n'est pas bonne du tout. Pas bonne du tout. On a l'exemple aussi de Steve Jobs, qui a un personal branding qui est érigé comme un peu le CEO, le gourou créatif. Tu vois, à chaque fois, on dit tu veux être le Steve Jobs 2. Donc, c'est devenu un terme, quoi, tu vois. Et pourtant, sa réputation, elle est désastreuse. À faire de l'harcèlement moral auprès des équipes, etc. Ouais. Donc, il faut savoir... Et là, tu as donné un parfait exemple. Et c'est là où la réputation, c'est dans le pouvoir des gens. Et ta personal branding, bon... En fait, il faut être en phase avec qui tu es. C'est-à-dire que si tu sais que tu es un faux type, limite ne fais pas de personal branding. Ou brande-toi comme un faux type. Parce qu'on n'a pas parlé d'Andrew Tate, par exemple, mais c'est un bon exemple. Lui, il s'est brandé comme étant un type détestable. Tu vois, et ça prend. Ouais. Mais ça prend, au-delà du fait qu'il y a des idiots pour le suivre, bien sûr. Ça prend, si on va au bout de notre raisonnement, parce que son personal branding est en phase avec qui il est. Ouais. Et du coup, ça va être en phase aussi avec les gens qui résonnent à ce qu'ils disent. Et donc, c'est pour ça que, vraiment pour conclure, je pense que personal branding, j'aime pas l'idée du pouvoir que ça donne aux gens sur ce que les gens pensent d'eux, mais je reconnais que c'est des outils qu'il faut pour au moins, comme tu dis, quand tu es en phase avec toi-même, ton personal branding doit refléter ce que tu reconnais avec humilité. C'est-à-dire que tu dois vraiment te dire, ok, bon, voilà ce que je sais que j'ai fait quand même, c'est une réalité, voilà ce que je sais faire, comment je l'utilise au mieux pour que ça m'amène des opportunités et aussi que quelque part, comme tu as raison, que ça permette de... alors, personal branding a quand même cet avantage que, au-delà des opportunités, ça te permet aussi, toi, d'être plus précis ou plus fort dans ce que tu fais bien, je pense. Exactement. Je pense que c'est un gage de réassurance pour les gens qui vont traiter avec toi. Donc, que sur tes réseaux, tes images soient propres. Que voilà, ils peuvent être fiers de dire, voilà... Oui, il y a ça aussi. C'est vrai. C'est les codes de la société actuelle. Écoute, tu as utilisé un mot-clé, on va l'utiliser, c'est le mot humilité que tu as dit. Humilité ou authenticité. Pour les vrais qui vont jusqu'au bout. Ceux qui sont encore là.
pour ceux qui vont jusqu'au bout, donc mettez en commentaire ces mots-clés. Et surtout aussi, il y avait un commentaire qui m'a marqué de quelqu'un qui disait que vous abordez plusieurs sujets et chacun de ces sujets pourrait faire des sujets à part entière. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des sujets qui méritent d'être encore plus approfondis. Parce que bon, on a une liste de sujets, mais on pourrait être à court. Bien sûr, assez vite. Et puis surtout, la réalité, c'est que si les gens veulent en savoir plus, franchement, n'hésitez pas. Alors moi, je trouve que j'ai beaucoup aimé les commentaires qu'on a eus, mais vous pouvez écrire plus longuement. En fait, le but, alors je pense qu'on ne le fait pas assez bien, c'est de réaliser qu'on veut que ce soit une discussion. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être quelque chose qu'on ne met pas en avant. Donc déjà, pour avoir une discussion, il faut nous follow. Donc au moment de vous rappeler, il faut nous subscribe. Allez partout. C'est gratuit. C'est gratuit, n'hésitez pas. Vous pouvez nous follow aussi sur d'autres réseaux sociaux, Instagram ou ailleurs. Parce qu'en fait, vous pouvez du coup avoir un échange avec nous. Ce que j'aime, en tout cas, nous, en tout cas, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que derrière, il y ait un échange dans les questions que vous posez, dans les réactions que vous avez. Alors, j'ai une dernière question, en fait, qui vient avec ce que tu dis. Seigneur, oui. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'Instagram Moulay Tabouré? Oh, c'est la même chose. Dans le branding. Dans le branding. Écoute, on va peut-être en parler dans le prochain épisode, vu qu'on parle d'Instagram. Ah oui, c'est vrai. Et des choses comme ça. Donc, je répondrai à ce moment-là. Mais donc, rendez-vous au prochain épisode pour cette question. Parler d'Insta. Ok. À ciao. Ciao.